Nous restons un moment sur la Côte d'Ivoire où Charles Blé Goudé a lancé son parti politique. On accueille sur le plateau Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samien, bonsoir chef. Alors Ambroise Ponjo, vous aviez la parole. On évoquait donc la présence de Charles Blé Goudé dans l'arène politique avec l'existence d'un FPI, d'un PDCI, Je remontais l'histoire même de la fondation de ces partis, depuis la RDA descendant vers le PDCI, qui a à un certain moment, depuis les années 80 à 90, en face le FPI de Gbagbo. Je me rappelle quand Gbagbo, des boutades faisaient comprendre que Gbagbo allait chercher les 400 millions. Quand l'argent est fini, Gbagbo rentre dans la rue. Donc c'est une boutade que les gens lançaient pour faire comprendre le climat de position qui existait en Côte d'Ivoire au temps du vieux. Le vieux avait la facilité de libérer les billets de francs CFA. C'était comme il y a des marques. Donc Gbagbo étant de la génération des Wad, des Condé, des Tshisekedi, des Olympio, ne peut qu'avoir de fin naturel que Blé Goudé. C'est un monsieur qui est très fougueux, et non seulement fougueux, il est charismatique, hautement charismatique. Blé Goudé, au temps de la FECI, parce que c'est Soro qui a laissé la place à Blé Goudé à la tête de la FECI à l'université. C'est des gens qui mobilisaient. C'est comme un Nelson Togla, un Nelson Relou ici. Après, c'est l'Amboli. Moi, j'étais là, on était toujours là, tu te rappelles. Et quand ça montait comme ça, Blé Goudé montait la main comme ça, c'est comme les gens sont en transe. Avec ce monsieur qui est à la haie, mais qui arrive à mobiliser plus de 2000 personnes. Mon frère, quand il y a des problèmes, quand je le dis, peut-être les gens peuvent compter sur la fraude, les manipulations des résultats, tout ça là. Mais je dis que les Ivoiriens ne sont pas comme certains peuples. Arrivé à un moment donné, ils m'ont montré la face cachée, surtout que le monsieur, le Soro est dans le jeu maintenant contre Ouattara. C'est là où ça va jouer contre Ouattara. Mais attends, l'organisation d'une élection, c'est autre chose. C'est autre chose. Et surtout des élections à relan conflictuel comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses rentrent en jeu. Beaucoup de choses rentrent en jeu. Et vous savez que la communauté internationale prend position pour le camp le plus fort. Oui, c'est ça, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais c'est pour. Oui, tu dois être fort pour incarner les intérêts. C'est ça. Et donc, ils le font comme ça, au nom d'une paix que seuls maîtrisent, mais ils le font quand même. Bon, donc, à la limite, le moment venu, ils vont vouloir dire, bon, faut-il céder à Charles Blé Goudé, à sa fougue et à sa foule pour faire chavirer encore la Côte d'Ivoire dans la guerre civile, ou bien faut-il conserver Ouattara pour sauvegarder la paix parce que Ouattara a les moyens de maintenir la paix. Et donc tout ça là sera analysé à la fin et on verra l'issue de cette élection. Ce n'est pas une élection d'un pays libre, mais c'est toujours une élection, c'est une élection qui est d'un pays, qui va se dérouler dans un pays qui est toujours sous la coupe des intérêts occidentaux. Adam, moi je pose toujours la question, est-ce que Charles Blé Goudé a besoin d'un parti politique? Vous savez, l'idée de créer un parti politique, moi je pense que c'est la combinaison de plusieurs facteurs. D'un côté, d'aucuns auraient pensé que c'est la rupture entre Gbagbo et Blé Goudé. Or, moi je me dis aujourd'hui, étant donné que le destin les a réunis, du moins c'est les 5 ans qu'a passé Blé Goudé au niveau de la CPI, je pense que ça a beaucoup plus renforcé les liens qu'il y avait entre Gbagbo et son filleul Blé Goudé. Mais ici, je pense que Gbagbo aurait pu quand même propulser ou du moins positionner Blé Goudé au sein de son parti politique. Or, lorsque vous prenez un peu la nomenclature du parti politique de Gbagbo, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et partant de là, pour jouer quand même, disons, sur les enjeux qui se profilent à l'horizon au niveau de la Côte d'Ivoire, où chaque tendance, c'est vrai que la vanne n'est pas encore ouverte au niveau de
d'Alassane Ouattara pour que les gros calibres qui tend lui-même positionné pour ces présidentielles-là puissent quand même faire une démonstration de force. Mais aujourd'hui, je pense que Blé Goudé n'a qu'une option de pouvoir pour s'imposer ou du moins incarner, disons, ce leadership-là qu'il a toujours continué au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est quand même de créer ce parti politique-là. Mais aujourd'hui, je pense que lorsque vous avez suivi quand même le reportage au niveau du RFI, c'est vrai que la position qu'il avait donc émise entre-temps en disant qu'il ne se positionne pas en 2020, je pense que a été quand même un peu crispé parce qu'aujourd'hui, ces partisans ne partagent pas forcément le même avis. Et disons que dès son retour, qui reste encore suspendu sur l'appel de Fatou Bensouda, pour quand même revenir au pays, je pense que la question va être reposée. Aujourd'hui, s'il arrive, disons, à pouvoir mobiliser 2000 personnes de loin, imaginez-vous lorsqu'il serait sur place. Je pense que si même il ne se positionnait pas, il est quand même fondamentalement un faiseur du roi dans ces échéances électorales qui ne disent pas encore leur nom, surtout au niveau du président Alassane Ouattara qui ne dessine pas clairement une position claire. Ça fait que je pense que Blé Goudé a le vent en poupe et quand même positionner ce parti politique n'est pas dedans. Il y a l'équation Soro. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est la bonne option quand même de créer un parti politique pour se faire toujours entendre parce que son père ne peut quand même pas le positionner au niveau de... il avait dit qu'il a informé Gbagbo et Gbagbo l'avait bien accueilli. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de... Mais est-ce que ça ne reste pas un parti pour le moment, un satellite du FPI? On peut l'exprimer ici. Ça, c'est la titre officieux. Et je dis aussi que le fait même de dire qu'il ne se positionne pas pour les élections de 2020 peut être un élément catalyseur. Des envies, des voraces qui sont en face, c'est-à-dire surtout dans le camp Ouattara, pour dire ah, ces messieurs-là, ils veulent se présenter. Faut lui faire la cour. Non, pas les. Ça, c'est. En politique, tout est possible, mais ça, c'est impossible. Impossible. Ce serait vraiment difficile. Quelqu'un qui m'a fait enfermer avec mon mentor en prison, et pas chez nous. Parce que chez nous, on pourrait s'entendre familialement pour que on soit libéré. On m'a largué quelqu'un, on m'a largué. Déporté. Déporté. Une déportation de Béazer. Donc, c'est même pas évident. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un l'avait dit, c'est Dimanche qui l'avait dit, que tout est possible, même quand il dit qu'en 2020, il ne se positionne pas. On ne sait jamais. Il l'a peut-être dit pour pouvoir. Je pense que le parti va le réclamer. Oui, il a dit pour apaiser les appétits. Il a dit pour apaiser les appétits qui sont en face et calmer les ardeurs de ceux qui sont en face pour ne pas braquer à travers les intérêts occidentaux, les garder encore à la CPI. Oui, parce que c'est possible. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, faire la cour en sorte, de façon diplomatique, pour le faire revenir d'abord en Côte d'Ivoire et sortir maintenant les armes. Mais bon, moi, je pense qu'il est temps que les Occidentaux négocient directement avec lui là-bas. S'il y a quelque chose à faire, quand on vend à lui quelqu'un qui est capable de mobiliser la foule, je pense qu'ils sont obligés de négocier avec lui là-bas. C'est mieux que de vouloir le braquer ou bien du faire du mal. Parce qu'il est mais maintenant, bon, les cartes restent toujours dans les mains de Ouattara, qui aujourd'hui, même si les Occidentaux le veulent bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est lui les cartes sont faibles dans la main de Ouattara. Non, on est d'accord au niveau de la popularité, au niveau de la Côte d'Ivoire, mais à l'international, je pense que c'est lui qui tient les manettes. Parce qu'il n'y a personne, que ce soit. Vous allez voir. Et malheureusement, c'est eux qui décident pour nous. C'est eux qui décident. Mais naturellement. Le monsieur, je n'ai rien contre lui, mais sa manière de fonctionner politiquement, c'est vrai, il joue les cartes de l'Occident, tout ça c'est bien, mais il joue contre les intérêts de la Côte d'Ivoire et les intérêts des Ivoiriens. Je ne parlais pas de tout. Je pense que il ne peut pas autrement. Il ne peut pas autrement à partir du moment où. Non, mais avant même. Ouattara exagère. Regarde ce qui se passe avec. Mais quand on prend peut-être, prenez les choses. Non, avec ce qui se. La nouvelle monnaie
l'écho. Oui, mais regarde ce qui se passe là-bas. Ouais, Ils voulaient vous savez, tout faire non, pour que ça non, soit cette association-là, c'est sans c'est peut-être ce qui se passe avec oui, le Moi, je pense que le c'est président nigérien a dit oui, ils n'ont pas accepté. que l'écho, ce n'est pas l'autre nom du franc CFA. Ni le Ghana, ni le Nigeria n'ont accepté ça. Mais quand lui prend la défense de ça, ben, vous voyez tout le mal. Moi, je me dis, que cette monnaie fait. contredire un peu la position de Ouattara reviendra à dire que, ou du moins, c'est sans compter avec le cheminement qu'il a conduit au pouvoir. Parce qu'il est fidèle à tenir quand même ses promesses-là pour le moment. Il y a quand même... C'est-à-dire quand il connaît, quand il sait la capacité de nuisance de ses mentors, il a vu ce qu'on a pu faire à Gbagbo, il est obligé de rester docile. Il a même eu la chance de ne pas être assassiné au temps de Guéhi. Maintenant, avec, c'est-à-dire que il n'était pas au pays. Je me dis que le destin aussi. Il n'était pas au pays. Il n'était pas au pays. Il devait être au pays que peut-être. Non, tout ça là, c'est D'accord. On va. Oui. Un ami, on a échangé. J'ai un ami ivoirien qui a échangé avec moi. Il se trouve, il est venu à Yopougon. On causait du DJ Arafat et il me dit que quand le monsieur était arrivé, les gens avaient espoir que les choses pouvaient bouger après la crise de 2011. De celui qui a été assassiné là. Guéhi. La Guéhi et autres. Maintenant, il est venu raser nos maisons à Koumassi, à Yopougon, c'est les quartiers comme Gadago et Kondom et tout ça là. Donc, et les gens sont remontés, surtout ceux qui sont de nationalité togolaise, malienne et autres qui sont dans ces faubourgs là, sont remontés contre lui. Mais il faut quand même assainir les milieux quand même. Non, je suis d'accord. Sauf que les gens qui sont dans ces conditions-là ne le voient pas comme ça. Nous, on le voit avec le politique. Mais eux, il y a toujours des intérêts cachés dans cette histoire-là. On démolit les maisons. Vous démolissez les maisons des gens, il faut les trouver un lieu propice. Bien sûr. D'accord, on va évoluer maintenant vers le Soudan. On va parler de cet accord dit historique entre militaires et la contestation. Le militaire au pouvoir et les meneurs de la contestation ont signé samedi un accord qualifié d'historique qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils au Soudan, où la population espère désormais davantage de liberté et une vie meilleure. Si le chemin vers la démocratie risque encore d'être long, la signature de l'accord conclu à la faveur d'une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine a donné lieu à des célébrations dans la capitale où ont afflué des milliers d'habitants de Khartoum, mais aussi de ceux d'autres villes du pays. Adam Adjonou, est-ce qu'il faut donner carte blanche à cet accord, croire que ça va marcher? Non, moi je pense qu'il faut accueillir la nouvelle avec beaucoup de scepticisme. Mais une chose est claire, c'est un grand pas franchi. Parce que aujourd'hui, je pense que lorsque vous regardez un peu les autres accords qui ont été signés, avant même cet accord-là, il n'y avait pas tellement d'écart entre les propositions que les militaires, ou du moins les militaires ont fait donc, au mouvement de contestation. Mais aujourd'hui, je pense que lorsque vous aimez le pays et que vous voyez un peu, disons, le profil qu'a pris aujourd'hui le Soudan en termes économiques, d'ailleurs, un pays qui avait d'ailleurs les problèmes avaient même de s'engouffrer dans une crise interminable qui a déjà pris, l'économie a pris de surcoût. Donc je pense qu'ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Il faut accepter, commencer par faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu déjà des limites à conduire avec, disons, cette nouvelle nomenclature que prend aujourd'hui la politique au niveau du Soudan. Donc, moi, j'estime que même si toute analyse peut quand même estimer que ce n'est pas quand même... ne sont pas dans la liberté totale, ou du moins où tout est gagné d'avance. Je pense que c'est un pas franchi. Il faut quand même avoir un repère. Et par après, ils auront quand même consolidé la base. Et lors des du moins après les 3 mois, ils pourront quand même se positionner en force et pouvoir récupérer entièrement le pouvoir comme ils attendaient le faire. Dimas, vous avez des raisons d'espérer que ça peut marcher? Oui, je pense que ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Des deux côtés, c'est un ouf, un soulagement. Les militaires sont très contents parce qu'ils ont pu éviter la guerre civile. Les révolutionnaires aussi pensent que oui, nous avons maintenu notre flamme jusqu'à obtenir quelque chose. Et donc, je pense que ça va marcher. Ceux qui ont présidé ces accords
sous l'égide de qui ces accords ont été signés, eux aussi ont grand intérêt à ce que ça marche. Et donc, je pense que l'Éthiopie et l'Union africaine vont tout faire pour que cet accord marche là-bas. Je pense sincèrement qu'il y a raison d'espérer. C'est vrai qu'en politique, rien n'est acquis d'avance. Il faut toujours préserver les petits acquis, les consolider de façon à ce que ça puisse sortir le pays de l'ornière. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas raison de douter, d'être sceptique, vu la façon dont les discussions se sont déroulées, où vers la fin, on a vu clairement qu'il y a eu une confiance mutuelle entre les acteurs et les corps habillés et les civils. Je pense qu'il y a raison d'espérer. Maintenant, il faut tout faire pour que ceux qui sont toujours tapis dans l'ombre, pour faire capoter les accords, pour pouvoir pêcher en eau trouble, ne puissent pas avoir raison. Mais moi, je crois sincèrement que cet accord, c'est un grand début et je pense qu'on doit espérer la paix au Soudan. Ambroise, celui que les militaires ont envoyé signer l'accord, le général Mohamed Hamdan Daglo, qui est un peu comme le numéro 2 de la junte, mais qui dirige la très redoutée force RSF, qui a dispersé la manifestation en juin dernier avec plus de 100 morts. Déjà ça, là, ça montre que peut-être les militaires ne sont pas si disposés à l'ouverture. Hein. Oui, tout comme les autres l'ont dit, moi j'ai aussi applaudi l'accord. Mais en tant que journaliste, je reste pour le moment prudent, d'autant plus que, je l'avais dit ici sur ce plateau, entre-temps que là tout le monde était pessimiste quant à un éventuel accord qui pouvait intervenir entre les deux tendances. Et je disais que mais la pression américaine, c'est sans compter avec la pression américaine. Et c'est ça qui a joué. C'est la pression américaine qui a joué. Vous voyez, il n'y a pas une volonté interne? Il y a une volonté manifeste d'aller à un accord. D'abord, les gens avaient voulu jouer sur la carte de la répression pour mettre un terme à cette révolution et se positionner avec qui derrière l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire les chiites, les sunnites. Parce que la guerre, le front religieux sont toujours en sortie. Et quand c'est comme ça, alors que nombre de personnes qui sont dans le front civil voudraient qu'il y ait un État laïque. Clairement, un État laïque. Peut-être qu'il y a un signe positif, parce qu'à la signature de l'accord, on a lu un verset du Coran et un verset de la Bible. Oui, justement. Donc, en allant, même aux États-Unis, on dit une God we trust. Ça veut dire que les gens ont toujours tendance à prêter sur la Bible. Le livre de la foi. C'est uniquement le Coran. La Bible, oui. Au départ, au temps de Béchir, c'était essentiellement le Coran. Oui. C'était il y a un signe d'ouverture. C'était un État islamique que les gens construisaient là-bas. Aujourd'hui, les dons ont changé. Un État islamique. Oui. Donc, avec la nouvelle donne actuelle, nous tendons un peu vers la Tunisie minimum, par rapport au maximum. Mais la Tunisie minimum, parce que la liberté que les gens vivent aujourd'hui en Tunisie est en train d'inspirer d'autres peuples. Et ça peut à tout moment jaillir. Maintenant, n'oubliez pas que l'accord est signé, d'abord paraphé et signé. Il faut maintenant aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la pratique de l'accord. On va tout d'abord aller à une gouvernance de 6 civils et 5 militaires, d'abord dirigée par le militaire pendant 3 ans. C'est là où, c'est au niveau de la marche qu'on verra la bonne volonté des gens. Et si certains milieux religieux savent que leurs intérêts seraient menacés, c'est là les Janjaouites qui se cachent, qui viennent par le Tchad et autres, avec le monsieur là qui dirige actuellement. Le général pouvaient intervenir pour dire, monsieur, l'antipode est révolu. Et il y a encore une chose qui risque de payer cher à ceux qui sont des milieux religieux sunnites, c'est que l'Arabie Saoudite avait financé Omar el-Béchir avec des millions. Il est en train d'être jugé actuellement par rapport à cette somme-là que l'Arabie Saoudite a donnée. Donc les gens n'ont pas aimé ça. Ça veut dire que dans l'Arabie Saoudite, là-bas, en tant que pays fortement religieux, une référence spirituelle, est en train de financer contre nous, peuple. Ça ne va pas marcher. C'est en cela, aujourd'hui, heureusement que dans la tendance civile, il y a toutes les forces dans la tendance civile. Ceux qui tournent d'obédience chrétienne, d'obédience laïque et islamiste, ils sont dedans. Donc ça veut dire que la carte de la laïcité va prévaloir. Les Janjaouites, les rebelles là. Et je vois le Tchad, Idriss Déby, il est là. Je pense qu'il y a Salva Kiir qui est derrière. Mais est-ce que le Tchad fabrique des armes?
Non, ça a toujours c'est la c'est France. ça. Mais C'est tout- les Occidentaux qui est derrière. Alors, mais Adam, s'il y a des raisons d'espérer, il y a aussi des raisons de craindre. Oui, tout à fait. Mais je vais d'abord rebondir le fait que, disons, le fait qu'on ait signé ces accords-là coïncidait un peu avec la résurgence du jugement Du procès de Omar el-Béchir. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que, comme le disait tout à l'heure Ambroise, il faut finir et donner une directive assez claire par rapport à la position que Omar el-Béchir a cru, du moins ce qu'il doit aux autres, là, pour que ce soit clair comme ça. Ce procès donne l'impression d'être juste du saupoudrage. Hein. Non, on le juge pour corruption alors qu'il y a des faits plus accablants. Hein. On est d'accord. Il y a les crimes contre l'humanité. Ouais, mais quand même, il y a ça. Ça dit qu'on sait que c'est un peu... Bon, ils font un peu dans l'enfumage, certes, mais tout compte fait, il faudrait quand même... C'est un signal fort qu'on donne quand même aux partenaires qui est un peu, disons, le barrière, qui peut quand même faire quand même... S'ils ne le jugent pas pour crime contre l'humanité, la CPI va le réclamer. Parce que Non, il faudrait- La CPI le réclame principe- déjà. Oui, le principe de complémentarité au niveau de ces des juridictions internationales là, c'est que la CPI, les juridictions internationales prennent en charge les dossiers que les juridictions nationales N'ont pas pu. sont incapables de gérer. Et donc, ce qui fait qu'ils sont obligés, s'ils veulent protéger Béchir, s'ils veulent que Béchir soit... Et je pense que les militaires, là, c'est ça leur objectif. Ils ne veulent pas livrer quand même. Ils ne veulent pas livrer Béchir. Béchir, ouais. Et donc, s'ils veulent le faire, ils sont obligés de mettre sur le plateau ou bien dans la cagnotte la question de crimes contre l'humanité dont il est accusé par la CPI, pour pouvoir prendre le dossier en charge en vue d'empêcher la CPI de ressurgir. Oui, mais mais s'il laisse ça de l'autre aspect côté, également, s'il laisse c'est- ça de côté pour s'occuper uniquement que de la corruption, la CPI risque de... Oui, mais l'autre aspect aussi qu'il faut évoquer, c'est que ne mettant pas en place, disons, une juridiction assez claire pour juger l'homme et pouvoir déterminer quand même disons, les peines qu'il doit encourir, je pense que c'est mettre à dos un peu l'Union africaine d'ailleurs même. En fait, si Béchir n'était pas livré, c'est pas quand même à cause de sa force. À un moment donné, il y avait un nombre de chefs d'État africains qui avaient dit niet. Il faudrait quand même qu'on retourne encore en arrière en livrant quand même le chef d'État à la CPI. Voilà pourquoi il a fait un certain nombre de tournées sans s'inquiéter. Mais l'autre aspect également que je vais aussi évoquer, c'est qu'au niveau même du mouvement de contestation, Mais c'est vrai que l'aspect que tu avais évoqué tout de suite, c'est quand il était au pouvoir. Oui. Oui, je suis d'accord, Les mais données ont changé. Hein? il n'est plus président, certes, mais je pense, comme nous l'avons toujours dit aujourd'hui ici, quand même nos chefs d'État qui aient dirigé un pays, il faut quand même pas les humilier à telle enseigne que les ridiculiser. Je pense que ça doit suivre ainsi de suite. Donc je le disais tantôt, l'accord a devenu au niveau du Soudan, disons, tout le mouvement de la contestation n'était pas d'accord. Mais il faut aussi faire remarquer que c'est le leadership des leaders qui ont joué. Parce que si eux-mêmes montraient des facettes un peu de rabais, je pense que la contestation pouvait prendre. Maintenant, c'est ce leadership-là qui a joué, qu'il faut commencer par quelque part. Et je pense que les leaders doivent désormais être comme ça. Alors, j'évoquais le cas, par exemple, du général Daglo. Quand il est sorti après la signature de l'accord, c'est lui qu'on voit sur la feuille, brandissant le livret sur l'image, pardon. Après, quand il est sorti de la salle, il a été conspué par la foule qui était dehors. La foule criait 100%. C'est-à-dire 100. Il a contribué à verser le sang des Soudanais. Il réclame sa tête. Donc, ça veut dire ces militaires-là, même celui qu'on met devant, n'est pas en odeur de sainteté. Quand on parlait de Béchir, qu'on ne voudrait pas livrer la CPI, il y a deux raisons. La raison, c'est qu'on ne peut pas être assis sur un arbre et chercher à couper, une branche et chercher à couper. Tous sont assis sur le même arbre, le même branche. Parce que c'est tous qui ont contribué du temps de Béchir. C'est ce général, par exemple, qui a dirigé les opérations pour faire le sale boulot. C'était les exécutants. Et maintenant, maintenant, il y a un aspect économique qu'on n'a pas soulevé. Vous savez, aller signer un accord, ça c'est facile. Mais il y a des intérêts qui sont en sourdine. Les intérêts occidentaux reviennent toujours dans ce jeu-là. Je me demande, il y a des choses il y a des non-dits. Il y a toujours des non-dits dans ce genre d'accord. Alors, les Américains n'ont pas soutenu gratuitement. Parce qu'il faut avoir toujours des réserves de pétrole et du gaz, tout ça là. Il faut tout ça.
Maintenant, quels sont ceux-là qui s'interposent, qui se positionnent pour pouvoir négocier cela? Ça, on ne le dit pas. Parce que l'Arabie Saoudite et la Turquie, oui, il s'agit des pays-là, ils sont là à soutenir l'insoutenable. Quand je dis insoutenable, c'est soutenir la dictature au point de sauver juste les intérêts. Maintenant, il y a d'autres puissances étrangères, comme peut-être la France aussi, les États-Unis. Il y en a encore d'autres puissances qui préfèrent aller à un accord gagnant-gagnant. D'accord. Pour que les Occidentaux s'en sortent avec le volet économique et les populations aussi s'en sortent avec les chefs civils et les armées et les religieux aussi trouvent leur compte. D'accord, on va marquer la pause. On va aller à la grande pause et on revient après.